On m'a condamné avant de me juger. Je révèle ici tout ce qu'on vous a caché. Voici le récit d'une longue épreuve et d'une renaissance. Devoir de vérité par Tariq Ramadan. Préambule. Nuit. Ce livre n'est pas un plaidoyer pour ma défense. Ce n'est pas non plus une invitation à s'apitoyer sur mon sort. C'est le récit, franc et sincère, d'une épreuve difficile et douloureuse. J'ai retranscrit dans les pages qui suivent les pensées et les sentiments qui m'ont habité depuis le 20 octobre 2017, date de la première plainte déposée contre moi et m'accusant de viol, jusqu'au moment où j'écris ces lignes en avril 2019. Une année et demie qui a tout bouleversé en moi et autour de moi, comme si un ouragan s'était abattu sur ma vie. 9 mois et demi de prison, un impitoyable déluge médiatique, une famille ébranlée, une souffrance profonde, des larmes et une multitude de questionnements. Sans compter mon état de santé qui s'est sérieusement aggravé. Les symptômes de ma sclérose en plaques ont colonisé mon corps. Pendant plus d'une année, je n'ai pu marcher qu'avec un déambulateur. Les maux de tête agissaient alternativement comme un étau ou une pioche sur mon cerveau. Ma mémoire me faisait souvent défaut, mes jambes me brûlaient et mon sommeil était perturbé par la force du chaos. Suivant la chronologie des faits, je suis revenue sur les différentes étapes de cette affaire. La garde à vue, fin janvier 2018, m'a emportée dans une autre réalité et m'a fait entrer dans un univers dont j'ignorais tout. La police, les juges, la prison et l'isolement complet. Alors que, depuis plus de 30 ans, j'étais habituée à voyager une ou plusieurs fois par semaine, que ma vie se définissait par une activité intense, voilà que tout s'arrêtait net. J'étais enfermée, seule avec moi-même, avec Dieu, avec ma vie et mes pensées. J'ai voulu dans ce livre raconter mon expérience, traduire mes sentiments et rendre compte de mes réflexions, de mes convictions, autant que de mes blessures. L'exposé des différentes étapes de cette épreuve, de la garde à vue à la campagne médiatique qui l'avait précédée, de la prison de Fleury-Mérogis aux auditions des juges, de Fresnes à ma libération, est traversé par mes réflexions sur l'état du monde, la société française, la justice, le système carcéral, la déshumanisation. J'ai également retranscrit mes méditations sur la vie, la foi, la quête de Dieu et du sens, le destin des hommes, l'adversité, le pardon et la mort. J'ai enfin pris le temps de faire un bilan de conscience, mon passé, mes erreurs, mes faiblesses et mes espoirs. Malgré la prison et l'isolement, j'ai reçu beaucoup d'amour durant cette épreuve. Ma femme, ma mère, mes enfants, mes frères et ma sœur, ma famille plus large, et tant de femmes et d'hommes à travers le monde. J'ai été rappelée à l'essentiel, et cet ouvrage est aussi la traduction du sens de ce voyage. Baudelaire posait une question née de sa douleur et de sa tristesse. Quand partons-nous pour le bonheur ? Ma souffrance et mes questionnements ont nourri ma foi, et c'est elle qui a traduit la question du cœur. Quand allons-nous à l'essentiel ?
La nuit était tombée. Il fallait la traverser et trouver la lumière. La nuit est d'abord une affaire de cœur et non une question d'espace et de temps. Si le cœur a perdu le sens, l'essentiel et sa lumière, alors la nuit l'emprisonne 2 fois. La nuit du cœur enveloppe la nuit de l'épreuve et le monde sombre. Nuit sur nuit. J'ai beaucoup douté de moi, de ma sincérité, de mes forces, de ma capacité à me relever. Mais je n'ai jamais douté de Dieu, de sa présence et du sens de mon épreuve qui était justement de donner du sens à cette épreuve. Un mal peut être un bien, une malédiction, une bénédiction, une chute, une élévation. Dieu sait et vous ne savez pas, répète le Coran. Je me suis mis en route vers ce savoir, une quête. J'ai tenu le fil, au gré de mes lectures répétées, de la révélation, de mes prières, de mes invocations. J'ai pu protéger et faire grandir cette lumière, et au cœur de la nuit, entrevoir une double libération. Lumière sur lumière. Le matin n'est pas loin, et le matin aussi est une affaire de cœur, jamais une question d'espace et de temps. Pendant ces longs mois, j'ai essayé avec sincérité de faire face à mes faiblesses et à mes contradictions. Dans les pages qui suivent, je rends également compte de ma détermination à défendre ma dignité et mon honneur. Je n'ai jamais violé personne. Je suis innocent des crimes dont on m'accuse et je me battrai pour que mon innocence soit établie. Face au lynchage des médias, au tribunal populaire, aux juges hostiles et à mes ennemis de toujours, j'ai aussi voulu exposer ma position et expliquer mon comportement. Cela n'a pas toujours été facile, mais ce fut toutefois une extraordinaire école. J'ai beaucoup appris. Cet ouvrage rend compte de mon vécu, dont le sens est aussi intime que social, culturel, politique et citoyen. Sur un plan plus concret, comment expliquer ce qui m'est arrivé ? Si je suis innocent, pourquoi ces femmes ont-elles menti ? Pourquoi, à l'ère de MeToo et de Balance ton porc, la différence de formulation est en soi révélatrice, a-t-on si vite adoubé et rendu crédibles des plaintes dont l'exposé était en soi invraisemblable ? Pourquoi, lorsqu'on fait le compte, ai-je été le seul homme jeté ainsi en prison ? Pourquoi la présomption d'innocence n'a-t-elle compté pour rien dans mon cas ? Pourquoi enfin, lorsque je clamais mon innocence et niais les accusations, les médias et tant d'intellectuels et de chroniqueurs concluaient que je persistais à nier ? Par quelle force intellectuelle et sociale tous ces esprits furent-ils si vite convaincus de ma culpabilité, malgré les innombrables mensonges des plaignantes et l'absence de preuves objectives ? Car enfin, après bientôt 2 ans d'enquête, il n'existe pas une seule preuve, ni un seul témoin qui confirme le moindre crime. Rares sont ceux pourtant qui n'ont pas déjà arrêté leur verdict. N'est-on pas en droit de poser au lecteur la question décisive ? Comment, chère lectrice, cher lecteur, as-tu forgé ta conviction ? Beaucoup m'ont déjà condamné, m'ont insulté et m'ont diabolisé. J'étais de toute façon un personnage odieux, et si je n'étais pas coupable, il n'y avait de toute façon pas de fumée sans feu. La formule laisse perplexe. Que dit la fumée d'un crime si celui-ci objectivement n'existe pas ? Qu'est-ce donc que cette fumée que l'on agite pour faire croire qu'un feu existe forcément ? La méthode est ancienne.
On l'a utilisé contre les intellectuels et les activistes politiques gênants. Plus largement, on entretenait cette fumée contre les peuples colonisés. Elle fut l'arme efficace des antisémites pendant des siècles. Se peut-il qu'il y ait un lien entre le traitement de mon affaire, ce que j'ai eu à subir injustement, et mon statut, ce que je représente dans la société française ? Le climat délétère qui s'est installé en France, tensions identitaires, populisme rampant, xénophobie, antisémitisme, islamophobie, peut-il nous révéler d'autres causes, d'autres feux ? Pourrions-nous découvrir la face cachée de cette affaire et les raisons d'une instruction pour le moins ahurissante, pour reprendre le qualificatif employé par mon avocat, maître Emmanuel Marcini ? N'existe-t-il pas de raison politique à la façon dont mon dossier a été géré et instruit ? Les participants au rassemblement organisé devant l'EPSNF, établissement public de santé nationale de la prison de Fresnes, et qui scandait « Libérez Tariq Ramadan prisonnier politique ». Avait-il tort ? Considérer la donnée politique est capitale et éclaire mon affaire d'un jour nouveau. Elle dit quelque chose des manœuvres politiques et des manipulations médiatiques, et plus profondément de l'état de la France, de sa difficulté à composer avec son passé colonial, à penser positivement sa diversité culturelle et religieuse, à concevoir une vraie égalité humaine et citoyenne entre toutes les femmes et tous les hommes qui aujourd'hui la constituent. La France, malgré ses idéaux affichés, est encore prisonnière de ses aspirations impériales et de ses penchants dominateurs. Elle n'a réglé ni la question du colonialisme, ni celle de la xénophobie et du racisme. Sur le plan international, elle reste l'amie des puissants, des dictateurs comme des régimes les moins démocratiques de la planète, avec lesquels elle compose tant que ces derniers protègent ses intérêts économiques et ou lui achètent des armes. Au Moyen-Orient, sa politique arabe est dans tous les cas de figure et sans une seule exception déterminée et soumise à ses amitiés israéliennes. Le pouvoir, comme les médias qui protègent ses intérêts, n'aime rien moins que celles et ceux qui le mettent en face de ses mensonges, de ses hypocrisies et de ses manquements, en France comme à l'étranger. Ces personnes dérangent, à l'évidence, et si de surcroît elles proviennent d'une minorité stigmatisée, alors il importe de les neutraliser, de les décrédibiliser, d'étouffer leur voix, voire de les faire disparaître de la scène publique. L'histoire nous enseigne que tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. On ferait bien de ne pas l'oublier. Cette épreuve fut une initiation. Jetée en prison et appelée par une brutale et injuste décision à faire face à ma conscience et à établir le plan, le bilan de mon existence, je me suis efforcée d'en retirer le meilleur. Il fallait, au sens holistique, retrouver la santé, guérir et grandir. Ce fut ma quête, celle de la transparence, de la sincérité, de l'harmonie et de la paix, avec moi-même, avec Dieu, avec ceux que j'aime, ceux qui m'ont accompagné et m'accompagnent encore. Sur la route, il faut bien sûr dépasser le ressentiment et la rancœur. Laisser derrière soi les adversités, les pensées sombres et les reproches. Demander pardon à ceux à qui l'on a fait du mal ou que l'on a déçus et pardonner à ceux qui nous ont blessés. Mieux aimer ceux que l'on aime et se libérer de l'animosité ou des déceptions de ceux dont la vie et le cœur nous ont séparés. Dire amour
au premier, le nourrir et le vivre, dire paix au second, passer sa route et partir. Une quête de bien-être et de sagesse. Au bout de la nuit, Bardamu, le personnage de Céline, avait appréhendé le non-sens, la misère humaine, le mal-être profond noué à la torture de la conscience. Ma nuit était tombée, certes, et je n'avais d'autre choix que de la traverser avec humilité et confiance, en dialoguant seul et silencieusement avec Dieu, avec mon cœur et les êtres que j'aime. Au bout de ma nuit se révèle à moi un horizon éclairé, une lumière, le négatif du négatif de Céline. Matin. Ici, aucune illusion sur la méchanceté des hommes et leur capacité à déshumaniser et à détruire. Mais il est une conviction et une espérance plus forte. À l'aube, on voit poindre un sentier, une voie pour cheminer, grandir et renaître. Plutôt que de jeter son dévolu sur le monde, revenir à soi. Le voyage dans la nuit est un voyage au bout de soi. Ici, au plus profond de l'être, existe une étincelle qui exige discipline, courage et amour, et qui est une promesse de santé et de guérison spirituelle. Un dépôt, une sagesse. On a coutume de dire que l'on ne se refait pas. Et pourtant, avec Dieu, par la force de son esprit et de son cœur, avec confiance, avec l'amour de ceux qui nous aiment et que l'on aime, on peut tant, presque tout, même se refaire. Au bout de la nuit, tout est possible. C'est cet enseignement essentiel pour moi-même, pour chacun, pour tous, que j'aimerais avec humilité partager ici avec le lecteur.